va s'ouvrir un petit escalidro. Et comme ça, les gens qui reverront éventuellement le live aussi par la même occasion sur YouTube pour la rediff pourront également du coup suivre tout ça. Voilà. Alors, vous me direz aussi, vous me donnerez aussi un petit peu vos avis par rapport à tout ce que je vais vous dire aussi au niveau du chat. On le sait, la méthodologie de projet en entreprise, c'est pas forcément un truc qui doit être respecté à la lettre prête. Ça reste une méthodologie qui est proposée. C'est plus pour qu'on ait un cadre, on va dire, de travail. Alors, hop, donc on va mettre le petit titre en haut. Méthodologie en Agile Scrum et introduction vers la CI/CD. Alors, donc le truc déjà qu'il faut comprendre, c'est que quand on va commencer à vouloir faire un petit projet, notamment quand on travaille dans une équipe. Donc on va avoir un client qui va venir nous voir pour nous adresser un projet. Donc je sais pas, je veux faire un site qui doit faire ça et ça. Voilà. Bon, peu importe, dans les grandes lignes, on s'en fout un peu. L'idée, c'est juste d'avoir un cadre. Par rapport à ça, on va considérer que nous, au niveau de notre projet, on est une entreprise. On est une entreprise qui est dans la tech. Et comme on est une entreprise dans la tech, on a des développeurs. On a une équipe de développeurs. Merci beaucoup pour ton follow, Bashibou. N'hésite pas à te présenter dans le chat si tu le souhaites. Donc une équipe de développeurs, on va considérer qu'on est par exemple 3 ou 4 développeurs. Je vais faire un petit schéma à main levée, vite fait. Hop. Voilà, on est 4 développeurs. Voilà. Hop. Donc après, au niveau de comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on va travailler, tout ça, chaque entreprise a un petit peu sa technique. On peut par exemple se dire on va être 2 développeurs front-end, 2 développeurs back-end, ou on va faire un petit peu tous un peu chacun sur les deux. Enfin, après, ça dépend si vous voulez partir sur un projet en full stack, ça dépend si vous voulez faire un monolithe, ça dépend si vous voulez partir en architecture microservice. Voilà, il y a plein de façons de faire, et suivant ce qu'on va avoir besoin de faire, on s'organise un petit peu comme on a envie à ce niveau-là. Alors généralement, au sein de l'entreprise, on a également 2 personnes supplémentaires. On va partir de ce principe-là, c'est pas toujours comme ça, mais on va dire qu'on essaye de bien s'organiser. Il n'y a pas de quoi, je suis dev, Python, PHP, JavaScript, rien de bien foufou. Ouais, mais c'est bien. Tu t'intéresses en tout cas au monde de la tech et ça, c'est bien. Alors, le petit bonhomme en rouge, on va dire que c'est une personne de l'entreprise qui sera le product owner. Alors, le rôle du product owner, si vous n'avez jamais entendu ce terme-là, son rôle en général, c'est de faire le lien avec le client. Il va être un petit peu facilitateur, entre guillemets, pour pouvoir communiquer avec le client et faire part notamment des avancées du projet.
Et on va avoir une deuxième personne qui va s'appeler le lead dev. Alors, le lead dev, c'est la personne qui va manager l'équipe. Donc, lui, il va être vraiment sur la partie prenante. Alors, il va plus être là, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir driver l'équipe avec un style de management directif. Il ne va pas dire toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. On n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, on est sur du management qui est plutôt participatif. Et le lead dev, son rôle au sein de l'équipe, en fait, il doit être là plutôt pour accompagner l'équipe, pour apporter des conseils, pour former. Il pourra faire aussi un petit peu de dev aussi à son niveau. Mais son rôle avant tout, c'est de manager, d'avoir plus l'aspect organisationnel du projet. Voilà. Alors, à partir de là, bien évidemment, on va pas se lancer à corps perdu dans le code. On va pas se lancer à corps perdu dans le code. Hello, comment ça va? Salut à toi, Mathieu. Ça va et toi? Ce serait d'ailleurs une très mauvaise idée de partir directement comme ça, aller coder sans savoir vraiment vers là où on veut aller. On va avoir une première étape, un premier step. Salut Oignon Burger, comment tu vas? Oui, exactement. On va faire ce qu'on appelle de la conception. On va faire de la conception. Ça va et toi? Ouais, ça va bien, je te remercie. J'aurais tendance à dire qu'il ne devrait pas y avoir de lead dev en agile et que chaque développeur peut prendre le lead à tout moment. Encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Mais oui, sur le principe, après, en général, ça se passe plutôt comme ça dans les entreprises, j'ai l'impression. Sachant que même si je suis formateur et que j'ai pas le pied dans les entreprises en tant que tel depuis 2 ou 3 ans, j'ai des personnes que je forme qui sont eux dans des entreprises et je m'informe régulièrement pour savoir si c'est toujours comme ça, plus ou moins que ça se passe, mais a priori, ça a l'air d'être le cas. Voilà. En tout cas, quand on veut bien s'organiser, c'est comme ça qu'on fait les choses. Alors, quand on parle de conception, on va parler notamment de l'aspect du cahier des charges. Donc, on va essayer de faire le cahier des charges pour essayer de préciser notamment la demande du client. Parce que les 3/4 du temps, quand vous avez un client qui vient vous voir et qui vous dit « Moi, j'aimerais un petit site », c'est pas toujours forcément très clair dans sa tête. Alors, soit il va avoir une idée précise de ce qu'il veut et c'est tant mieux, ce sera plus simple à reformater et à reformuler dans un cahier des charges. Soit il va avoir une idée assez vague, et les 3/4 du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et ce sera un petit peu charge à vous d'essayer de faire en sorte de lui tirer un peu les verres du nez pour essayer de lui faire préciser qu'est-ce qu'il veut exactement et surtout faire en sorte de préciser, et pour moi c'est ça le point, il faut préciser le périmètre du projet. Ça c'est très très difficile à faire ça. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire en sorte de préciser le périmètre du projet? Le problème c'est que si vous lui faites pas préciser les choses ou s'il y a des non-dits ou des choses comme ça, pour lui, dans sa tête, ça va être le projet qui va me permettre d'aller sur la comète de la Lune. Or, on n'aura pas forcément
ni le budget pour le faire, ni le temps pour développer toutes les idées qui seraient potentiellement irréalisables. Alors, quand on fait un projet, on a un petit triangle. Voilà. Un petit triangle qui va nous permettre d'avoir les trois sphères d'un projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a le budget. On a le temps. Et on a... Qu'est-ce que j'aurais oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié sur ces trois pôles? Il y a le budget, le temps. Je vais aller vérifier, je sais plus, j'ai un trou. Et les coûts et les délais. Ouais, on pourrait mettre même coût, délai. Voilà, et c'est ça, la qualité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors le problème, c'est que malheureusement, il va falloir voir de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous voulez faire le meilleur projet du monde avec la meilleure qualité possible, et dans ces cas-là, peut-être qu'on va tirer plus sur ce pôle-là, et du coup, ici, automatiquement, on va tirer aussi dessus. Hein. En fait, le truc, c'est que si on veut faire un projet de qualité, il va nous falloir plus de temps, donc un coût qui va être plus élevé. De la même façon, si on a moins de délai, c'est-à-dire que si le client nous demande par exemple, il me faut ce projet-là dans 2 semaines, et que on a beaucoup de demandes, le risque, c'est que si on n'est que 4, peut-être qu'on va pas réussir à le faire. Dans ces cas-là, il va peut-être falloir soit recruter plus de monde pour pouvoir faire en sorte de paralléliser plus de tâches sur le minimum de temps possible, soit il va peut-être falloir revoir comment est-ce qu'on redistribue ici tout ça. Et c'est ça qui est pas évident à faire dans la réalité des choses. Après, une fois qu'on a précisé le périmètre et qu'on a précisé la demande, on va s'attaquer au document de conception. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, avec quel document je vais pouvoir communiquer avec mon client? Alors, ça doit passer par le cahier des charges, ça c'est évident. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être qu'il va falloir faire notamment, alors soit un MCD, soit un ERD. Ça dépend si on travaille en Meurize ou si on travaille en UML. Généralement, ce MCD ou ce ERD, ça va représenter en fin de compte le système d'information, le SI, c'est-à-dire tout ce qui va être la base de données. On va essayer de représenter sur ce schéma-là comment est-ce qu'on va organiser toute l'information au niveau de la base de données. Et ça va être très important de partir sur un document, de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on fait les choses au début, parce que si on doit revenir dessus, ça voudra dire que potentiellement, il va falloir qu'on revienne en arrière. Donc, on aura perdu du temps. Donc, c'est important d'être le plus clair possible
sur cet aspect conception au début. Alors même si tout n'est pas parfait, mais au moins que dans les grandes lignes, ce soit assez parlant pour que le client soit d'accord avec nous sur la manière dont on va faire les choses, etc. etc. Bref, c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. C'est même là où la plupart des projets, en général, ça pêche. C'est beaucoup sur cette partie-là. Hein. Et pas forcément que pour des petites boîtes, hein, mais aussi pour des très grosses. C'est à un moment donné, en plein milieu du projet, une fois qu'on a acté qu'on voulait partir là-dessus, on doit revenir dessus parce que c'était pas clair au départ et c'était pas limpide, ça correspondait pas à la demande. C'est très mauvais signe en général. On va forcément perdre de l'argent quelque part, ça c'est sûr. Et l'argent, c'est malheureusement aujourd'hui l'argent et le temps. On le sait dans les entreprises, c'est le nerf de la guerre. Oui. Après, je dis pas que tout doit être parfait dès le début. Hein. Je dis juste qu'il nous faut quand même des documents qui nous permettent d'avancer sereinement, correctement sur nos projets. Voilà. Ensuite, il nous faudra... Alors le MCD, c'est pas suffisant. Hein. Le MCD, ça va seulement être pour la partie back-end. Il va nous falloir également des documents de conception pour le front-end. Et quand on va parler de front-end, on va parler de 4 points, même si en général, on ne les fait pas tous. On va parler de zoning. On va parler de wireframe. On va parler de maquette. Et on va parler de prototype. Le top du top, c'est d'arriver sur la partie prototype. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le prototype, c'est une maquette animée. C'est-à-dire que on va représenter par exemple, on va prendre ici les maquettes qu'on va faire par exemple sur Figma. On va faire un design system avec des composants, ce genre de choses, pourquoi pas. Ou alors le faire vraiment au plus simple, hein, c'est pas gênant. On va dire, voilà, sur le site, il y a la page d'accueil, il y a la page de contact, il y a la page qui nous permet d'afficher les posts, etc. etc. Bref, ça va dépendre du cadre de la demande initiale. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est faire un prototype. On va dire, par exemple, quand je clique sur ce bouton-là, je vais me rendre sur tel écran. Et du coup, ce prototype, ça va être un document qu'on va pouvoir présenter dans une réunion d'avancement pour dire voilà est-ce que la façon dont j'ai représenté les choses sur mon prototype correspond à ton besoin. Et il va valider, il va dire ok, c'est bon, c'est plutôt pas mal, je commence. En plus, vous lui donnez une vision sur comment vous allez faire les choses sans avoir codé. Hein. Là, ici, on n'a pas codé. Hein. Tout ça, on le fait sans avoir codé la moindre ligne de code. Et c'est ça le plus important là-dedans. Voilà, donc là, à partir de là, le cahier des charges, on va avoir également ce qu'on va appeler des user stories. Donc les user stories, en fin de compte, hein, quand on a un gros projet, ce qu'on essaye de faire, c'est de redécouper ce gros projet en plein de petits problèmes. Donc le gros projet découpé en plein de petits problèmes faciles à résoudre. Ce qui nous permettra sur le papier de découper en fin de compte les différentes tâches. Et comme ça, après, au niveau de l'organisation, on pourra répartir un petit peu le travail. BIM. Après,
Donc une fois qu'on a tout ça, on va arriver donc du coup sur la partie devis. Hein. Alors il faut savoir que le cahier des charges peut aussi servir de devis. Et le client signe le devis. Voilà. On s'est mis d'accord, on est OK, on est parti, on avance dans une bonne direction. Et de là, alors on peut adopter plusieurs approches quand on fait du travail en équipe. On peut partir sur ce qu'on appelle différents cycles. Alors, on a plusieurs méthodologies à ce niveau-là. On a la méthode de cycle en V. On a la méthode de cycle en cascade. Je ne rentrerai pas dans le détail, hein, mais je vous laisserai aller voir. Et on a la méthode, la dernière qui est grosso modo la méthodologie agile. Voilà. Dans le fond, agile devrait être de la régie, pas du forfait et que du backlog avec des releases courtes. Ouais, en vrai, la méthodologie agile, c'est une méthodologie qui vous donne grosso modo un certain nombre de règles que vous êtes libre de respecter ou pas. D'ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que la définition d'une méthodologie agile dans une entreprise n'est pas forcément celle que vous retrouverez dans une autre entreprise. Pourquoi ? Parce que dans la méthodologie agile, on a un certain nombre de points et parmi ces points, vous avez des entreprises qui vont respecter qu'une certaine partie et d'autres qui vont respecter qu'une autre partie de la méthodologie agile. Et pour eux, ils seront agiles parce qu'ils respectent certains points de la trame. Mais bon, après, voilà. Je savais que j'aurais des nerds, hein, bien évidemment, ce soir, qui me contrediraient. Je sais, voilà, je sais. Malheureusement, c'est très factuel comme approche. Et donc, du coup, il n'y a pas... on respecte jamais, en général, la méthodologie agile à 100%, il faut le savoir. Ah oui, bah là tu lances un débat, mon vieux. Là tu lances un débat. Hein. Et je n'ai plus de musique. Hop. Voilà. Encore une fois, c'est compliqué à appliquer dans la réalité. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, moi, ça donne quand même un certain cadre. Alors, quand on parle de méthodologie agile, le truc qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir des réunions qui seront régulières. Alors, moi je vais parler plutôt même de la méthodologie agile avec une spécificité sur Scrum. Et quand on parle de méthodologie agile Scrum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, au niveau du devis, on a acté grâce aux user stories qu'on mettrait par exemple tant de temps pour faire telle tâche, tant de temps pour faire telle tâche, tant de temps pour faire telle tâche. Cette somme de temps va nous donner un temps, un délai. Donc là, on va avoir une bonne idée de combien de temps doit durer le projet. Malheureusement, d'une entreprise à une autre, ce délai-là, ça va aussi dépendre de la capacité des équipes aussi à pouvoir répondre à cette demande-là. En fonction des technos qu'elles maîtrisent ou pas, en fonction de s'il y a besoin de formation sur certaines technos, etc., etc. Bien sûr, on ne pourra jamais espérer qualifier ça de la façon la plus parfaite possible parce que ça n'existe pas. Hein. Avoir une estimation du temps que mettra un projet, c'est toujours
une opération qui est très compliquée. Et croyez-moi-en, j'en sais quelque chose. Voilà. Alors, quand on a défini nos délais, on va pouvoir se dire, la méthodologie agile, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous allez... Alors déjà, d'une part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser les tâches. Quand je dis organiser les tâches, ça veut dire de la même façon dont on construit une maison, on doit d'abord construire des fondations avant de pouvoir mettre les portes, les fenêtres. On doit construire les murs avant de pouvoir mettre tout ça. On doit mettre seulement le toit à la fin, etc. etc. Bah là, c'est pareil. Donc, on va aller des tâches les plus, entre guillemets, indispensables vers les features qui sont plutôt optionnelles, qui rajouteront du plus dans le projet. Mais voilà, on ne commence pas par ces trucs-là et pour finir par ça. On essaye toujours d'aller dans un ordre qui est plus ou moins cohérent. On essaye d'avoir une cohérence là-dedans. Et pour ça, on va créer ce qu'on appelle un backlog. Alors, quand vous utilisez un outil de gestion de projet, donc par exemple Trello, mais ça peut être d'autres outils, vous allez avoir accès à un outil collaboratif qui va vous permettre de vous organiser avec un petit tableau où tout le monde aura accès finalement en temps réel. Ce tableau nous permettra de voir l'avancement concret de ce projet. Et là, on va mettre ici notre backlog. On va mettre notre backlog. Ici, on va mettre notre to-do. Là, on va mettre notre doing. Et là, on mettra notre partie done. Et les user stories qu'on a définies ici, là, tout en haut, au niveau de notre cahier des charges, on va venir les inscrire ici dans le backlog. Et on va venir les organiser dans un ordre. Donc là, on aura la user stories 1, 2, 3, etc., etc., etc. En parlant de ça, je retrouve jamais le Kanban de GitHub. Il est où? Il est dans un des onglets normalement. Dans Project, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, il est possible qu'il faut l'activer. Ouais, ça se peut. Et ça, en fait, une fois qu'on a... donc du coup, là, on peut déplacer les cartes là-dedans. On peut dire, tiens, ça va être par exemple plus... ça va être plus important en termes d'ordre de faire ça, par exemple, ici, plutôt qu'à la fin. Hop, on déplace et on se le met ici. On met ici tout en haut les tâches les plus importantes et en dessous les tâches les moins importantes. Comme ça, il y a déjà un premier classement en termes d'ordre. Alors oui, après, on peut aller plus loin, effectivement, Crazy 1000. Mais moi, j'essaye d'aller sur la méthodologie la plus simple. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vos cartes, ça se base en fait sur la méthode historique qui s'appelle la méthode Kanban, qui est en fait une méthodologie qui était utilisée historiquement dans les milieux pharmaceutiques et dans l'industrie, où à l'époque, en fin de compte, on avait des tableaux blancs. Avant d'avoir l'outil informatique, on avait des tableaux blancs. On prenait des post-it. Et on faisait la même chose sur un grand tableau. Et en fait, on prenait le post-it et on le déplaçait par exemple de tâche en tâche. Enfin, de colonne en colonne. Voilà, on prenait ça, hop, on le mettait là.
Prenez ça, une fois que c'était fait, on le mettait là, etc., etc., etc. Et quand vous travaillez en méthode Agile Scrum, eh ben, votre équipe va s'organiser. Donc au niveau de l'organisation, on va découper le travail en ce qu'on appelle des daily scrum. Donc on va dire ici, hop, on va avoir par exemple une première semaine sur laquelle on va faire un sprint, une deuxième semaine sur laquelle on fait un sprint, une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà. Donc là, ça, ce sera le sprint 1. Ça, ce sera le sprint 2. Sprint 3 et sprint 4. Voilà, par exemple, etc., etc., etc. Alors, à noter que la durée des sprints va avoir une durée qui sera déterminée au début du projet. Alors, généralement, c'est une période, un sprint. C'est une période qui dure généralement entre 1 et 4 semaines. Salut Mongo! Ça doit te rappeler des souvenirs là, tout ce qu'on est en train de voir. J'imagine. Attendez, je vous abandonne juste 2 petites minutes, je reviens. Je reviens de suite. Si tu taffes tout seul, tout ça en poubelle en vrai. Bah oui, évidemment, évidemment. Hein. C'est pour ça que j'ai précisé au début du live qu'on est parti vraiment sur la méthodologie en travail en équipe. D'accord ? Et c'est pour ça que je suis parti là-dessus, parce que je vais vous expliquer 2-3 petits trucs encore après. Donc à partir du moment où vous avez classifié là toutes ces user stories, vous allez pouvoir dire par exemple, alors on va en faire un petit peu plus. Hein. Donc là ici dans notre backlog, on va mettre vraiment toutes les tâches. Hein. Vraiment toutes les tâches qu'on va avoir besoin de faire, on les met toutes ici, à ce niveau-là. Toutes celles qu'on a déterminées, hop, on les met là. Et on va dire par exemple, ça, ce seront les tâches qu'on fera par exemple sur le sprint 2. Ça, ce sera à faire sur le sprint 2. Ça, ce sera à faire sur le sprint 1. Voilà. Le sprint 1, on fera ça. Notre objectif, c'est d'arriver à faire cette tâche, cette tâche, cette tâche et cette tâche. Point. Et ça, en général, c'est plutôt le lead dev qui va déterminer ça au début. Moi, je me fais du bloc-notes tout simplement. Ok, c'est dégueu, mais ça me va. Ouais, mais en même temps, si tu travailles tout seul, voilà, tu n'as pas à faire tout ça, évidemment. C'est overkill, ça, hein, si tu travailles tout seul, hein, clairement. Alors, du coup, on va se dire que là, on approche de la période où on attaque le projet. Et donc, du coup, on va rentrer sur, du coup...
cette période-là. Tac. On en est là au niveau du projet. Donc tout ça, on va le déplacer là. Hop. Ce qui fait que du coup, ça, hop, on le remonte au-dessus. Voilà. Et donc là, au niveau du sprint 1, en fait, le to-do, ça va être quoi? Ça va être les tâches qu'on va réaliser pendant la durée de notre sprint. Comment est-ce qu'on attaque sur le projet? Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a une réunion en début de sprint où on va se rejoindre entre toute l'équipe, c'est-à-dire généralement le lead dev avec les développeurs, pour essayer déjà de proposer à tous les membres de l'équipe, voilà ce sur quoi on doit avancer cette semaine, ou ces 2 semaines, si c'est une durée de sprint qui dure par exemple 2 semaines. Et ce qu'on va faire, salut AICM, j'espère que tu vas bien. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pour une tâche donnée, on va prendre chacune des tâches données et le lead dev, s'il a une bonne façon de faire les choses, il va demander aux membres de l'équipe sur quoi tu as envie de travailler. C'est ça que je dis quand je dis qu'on va faire du management participatif. On va faire participer l'équipe pour demander à chacun, voilà, sur quoi toi tu as envie de travailler. Et le dev, il va dire, moi j'ai envie de travailler sur ça. Ok, allez, tac, je t'attribue cette tâche-là. Donc dev 1, toi tu vas travailler là-dessus cette semaine. Par exemple. Évidemment, après, si vous avez un plus grand nombre de tâches, après, le travail est à répartir suivant la durée que ça met, etc., etc. Donc le dev 1, lui, va travailler là-dessus. Ok. Et donc ça, on va le faire pour l'ensemble des tâches qu'on a dans notre liste. Et donc après, chaque développeur va avoir accès à cet outil de gestion de projet. Et en fonction de son avancement, il va dire, par exemple, cette tâche-là, hop, je suis en train de travailler dessus, je la déplace au niveau de ma colonne doing. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Du coup, les autres membres de l'équipe ainsi que le lead dev seront au courant que telle personne travaille sur telle tâche. Et en temps réel, on saura l'avancement de cette tâche. Elle en est où? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle a déjà été terminée? Est-ce qu'elle est en test? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Salut André, enfin plutôt. Merci pour ton raid. Et j'espère que c'était cool votre petite fin de live. C'est bien, pour une fois, t'as pas fini trop tard, là, 22h. Un peu plus tôt que d'habitude, du coup. Et bonsoir à tous. Si vous me connaissez pas, du coup, j'imagine que beaucoup de monde me connaissent déjà. Mais s'il y a des gens qui me connaissent pas, sachez que moi aussi, je fais partie de l'équipe de formateurs chez O'Clock depuis 2 ans et demi. Voilà. Encore trop tard pour mon sommeil, mais je me plains pas, le code c'est cool. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et salut Ikina. Je t'ai pas vu arriver. J'espère que tu vas bien. Ça va nickel. Et toi? Ouais, ça va impec. Donc tu vois, on a un petit peu avancé là. On a parlé un petit peu. On est plus en mode. On essaye de parler de méthodologie Agile Scrum et introduction vers la CI/CD. Donc on a commencé par parler de projet pour les gens qui débarquent. On a parlé d'équipe de développeurs, du product owner, du lead dev.
de la conception, par quoi on commence, tout ça. Donc le cahier des charges, le MCD, les user stories, zoning, wireframe, maquette, prototype. Sans avoir à coder la moindre ligne de code pour se mettre d'accord. On a parlé un petit peu de coûts, délai, qualité. On a parlé un petit peu de signature du devis. Et là, on est en train de parler un petit peu de l'approche méthodologie Scrum Agile. Le PO en rouge, c'est exprès pour faire peur, je suis sûr. Voilà, donc on est là. On va avancer donc du coup sur le sprint comme ça. On va dire voilà, ici les tâches ici elles seront forcément en doing. Et puis on essaye d'estimer pour chacune des tâches le temps qu'on doit passer dessus. Donc le temps estimé. Et après à la fin de la période de sprint, on va du coup une fois qu'on est là, on va refaire un point pour savoir voilà sur cette tâche combien de temps tu as réellement passé. Et on va essayer de faire un ratio comme ça pour essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Et normalement, tout bon lead dev qui se respecte doit, en tout cas a tout intérêt, à essayer de mettre en avant les qualités de chacun pour pouvoir associer la personne sur la meilleure tâche possible, de telle façon à ce que le projet avance le plus vite possible, pour essayer de se laisser un petit peu de marge. Déçu que ce ne soit pas un stream lecture de l'Agile Manifesto et des 12 principes de l'Agile. On pourra le faire si vous voulez, si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant de faire un live comme ça. Qui est-ce que ça intéresserait qu'on passe un petit peu là-dessus ? En vrai, moi, ça me dirait bien, mais il faudrait qu'on se le prévoie. Crazy Meal propose qu'on fasse un stream sur la lecture de l'Agile Manifesto et des 12 principes de l'Agile. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Non, ça prend pas 2 heures à lire, mais ça peut faire vraiment l'objet d'un live pour le coup. Grave, on a parlé de ça la semaine dernière. Ok, nice. Bah moi je serais vraiment pas contre de faire ce genre de live, en tout cas si ça vous intéresse. Merci pour vos follow, merci Snipou54, bienvenue à toi sur la chaîne. Comment ça va ? Voilà, donc alors il y a donc du coup une réunion en début de période de sprint, il y a une réunion en fin de période de sprint, on essaye de regarder un petit peu ce qui a été fait pendant la semaine, et il y a un troisième truc qui est ce qu'on appelle le Daily Scrum. Le Daily Scrum, c'est quoi ? Le Daily Scrum, c'est en fin de compte une réunion alors qu'on fait chaque jour. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des expériences de Daily Scrum ici ? Je serais intéressé de le savoir. C'est un point, ça c'est un point hebdomadaire. Hein. Point hebdomadaire obligatoire. Alors attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Parce que ça c'est très dangereux ça les réunions. C'est très 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 dangereux. Tu vois où je veux en venir, Crazy Meal, ou pas ? Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Ah, 5 minutes max. Bien. Bien, bien, bien. Ça, c'est bien. Alors, le risque d'une réunion, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, peut-être vous choquer. C'est qu'il y a un risque énorme de faire durer la réunion pendant
2 heures. Et j'exagère pas. Hein. J'exagère absolument pas sur ce point-là. Alors, quel est mon conseil par rapport à ça? Ça se passe comment un daily scrum? Alors, un daily scrum, généralement, c'est la première chose qu'on fait le matin quand on arrive au niveau de l'entreprise. On prend le café, tac, on va en salle de réunion. Donc, généralement, c'est le lead dev plus les développeurs, encore une fois. Et on fait un point d'avancement. Alors, attention. Il y a un gros conseil que je donne par rapport à ça. Il faut que chaque développeur arrive avec quelque chose de préparé. Et ça, c'est extrêmement, mais alors extrêmement important. Donc, je prépare la réunion en amont. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme travail de préparation? Eh bien, chaque membre de l'équipe doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait la veille? Donc, je refais un petit point rapide sur « Ok, voilà, c'est mon tour de parler. Voilà ce sur quoi j'ai avancé hier. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et le dernier point, s'il y en a qui savent, allez-y, vous pouvez vous lâcher. C'est un daily hebdomadaire, oui, Cisco. Bienvenue à toi d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Il y a un dernier point qu'il me manque. Qu'est-ce que j'ai fait la veille? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et troisième point. Est-ce que quelqu'un sait? Qui a ramené les croissants? Salut Johnny, bienvenue à toi sur la chaîne. Donc il y a une troisième question. C'est quelles ont été mes difficultés? Et ce dernier point est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est pas rare. Vous le savez, on est dans le monde de la tech. Et le problème, c'est que quand on essaye d'avancer sur quelque chose, où j'ai bloqué. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Ok, tu l'avais mis en... Voilà, ok, ouais, c'est ça. Merci à toi, Snipou. Ce dernier point est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on est des devs et le dev, malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est 90% de frustration et 10% seulement de réussite. Et faut pas oublier que le truc qui fait que ça marche dans une entreprise, c'est là. Et moi, pour moi, c'est le point le plus important. C'est la communication. Il faut savoir communiquer. Plus vous communiquez entre clients, entre collègues, etc., etc., et plus, on va dire, votre travail est agréable et fluide. C'est ça qui compte, en fait. Ça paraît tout bête, mais la communication, c'est le point le plus important. Vraiment. J'en ai plein, hein. J'ai plein d'anciens étudiants qui se sont retrouvés dans des projets où, par moment, ça s'est pas toujours bien passé parce que, niveau communication, ça pêchait. Et ça, c'est un risque. C'est pour ça que c'est important d'être clair du début, du début jusqu'à la fin. Et surtout, d'éviter que vous ayez, par exemple, un des membres qui travaille seul dans son coin et qui ne communique pas sur ce qu'il fait. Ça, c'est le pire. C'est le pire qui peut arriver à une équipe. Ouais, c'est ça. Tu as potentiellement, effectivement, des juniors qui ne vont pas dire ce qu'ils font. Ça, c'est...
Ça arrive très régulièrement. Oui, j'ai mis point hebdomadaire. On va mettre point quotidien. Ouais, c'est ça. Point quotidien. C'est terrible quand après tu dois reprendre le truc, mais sans le savoir tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sera mon défaut à travailler. Ah, bah voilà. Bah comme quoi, tu vois, ouais. Et c'est essentiel, ça. Hein. Ça compte beaucoup, hein. Même à titre individuel. Hein. Merci CE8CB1. Et bienvenue à toi sur la chaîne. Voilà, donc chacun répond à ces 3 questions-là. Et donc du coup, comme ça, chacun est au courant de ce que les autres y font. Et s'il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, il y a une chose très très simple qu'on peut faire. Bah, y a quelqu'un qui va dire « Attends, on va passer 1 heure ou 2 et puis on va regarder. On va essayer, on s'entraide et on essaye de voir où ça bloque et pourquoi ça bloque. Et on fait en sorte de débloquer le point. Voilà. Et du coup, les choses avancent de manière fluide. Alors ça, c'est vrai que c'est dans la théorie. Hein. Maintenant, dans la pratique, ok, ce qu'on veut éviter en tous les cas, c'est qu'il y ait le maximum de dérives possible. Voilà, donc on arrive à la fin de notre période de sprint. Tac, on refait un point. Donc entre-temps, les devs, ils ont bien avancé. Ils ont réussi, par exemple, à faire 3 points sur 4. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas terminé la liste des choses qu'on avait à faire? Comment est-ce qu'on pourrait traiter la chose selon vous? On va dire que la 4e tâche, malheureusement, elle s'est retrouvée là. Parce que, bah, en termes de semaines, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait comme travail. On vire le dev qui n'a pas terminé sa tâche. T'es cruel, toi, dis donc. Dans ma boîte, si tu bloques plus de 10 minutes, tu appelles à l'aide. Ouais, c'est une solution, hein. C'est une solution. Après, il faut pas que ça bloque non plus de trop la concentration des autres. Hein. S'il y en a d'autres qui sont concentrés sur un truc... Donc, ce qu'on peut faire éventuellement... Bonsoir à toi. Purée, mais vous avez des pseudos. Moi, j'arrive pas à les lire. Hein. Comment je prononce ça, moi? Je saurais même pas te prononcer ton voix. Je vais t'appeler voix. Bonsoir à toi. Ouais, bah bienvenue à toi hein, dans le chat. Hein. N'hésitez pas à follow la chaîne hein, si vous voulez repasser par la suite. En tout cas, ce sera avec plaisir. Akavins. D'accord, ok. Oui, on a qu'à l'appeler Akavins, t'as raison. T'as raison. Ok. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, hein, surtout si vous avez envie. Hein. J'ai fait ma reconversion chez O'Clock Promo Zinc. Zinc c'était quand ça? C'était quelle année Zinc? C'est pas tout récent ça, si je me trompe pas. Si? Promocycline. Ah, toi, t'es de la Promocycline. Oh, trop bien. Juin-novembre 2024. Ah, d'accord, ok. Ah, donc c'est dans les dernières promos. Ok. Bah, peut-être qu'on se recroisera du coup. Ah, 2023. Ok, j'allais dire. D'accord, ça marche. J'imagine que tu as dû obtenir ton titre professionnel.
C'est quoi, c'est un DVVM que tu dois avoir, j'imagine? Donc, même si on n'a pas terminé, par exemple, la tâche là, bah, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est tout simplement le rebasculer dans le backlog, de telle sorte à ce qu'il soit traité, par exemple, en même temps que les tâches qui sont sur le sprint 2. Par exemple, hein. Ça dépend de la souplesse dont on dispose à ce moment-là pour pouvoir faire les choses. C'est comment la pré-promo? Je me pose trop de questions. Ah, bah peut-être qu'il pourra te répondre du coup, hein. N'hésite pas à lui donner, à lui dire un peu comment ça se passe pour toi. J'ai vu méthode agile dans le titre et ça m'a interpellé. Du coup, viens jeter un œil pour savoir de quoi ça parle parce que bon, l'organisation c'est pas trop mon fort encore. Ouais, ben t'inquiète, hein, c'est pour ça que j'en parle. Même si ma méthode, elle est pas toujours appliquée à la lettre, à 100%, etc., etc. Hein. Ça reste une méthodologie. C'est juste pour donner les grandes lignes. En tout cas, moi, tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses que j'ai moi-même appliquées en tant que lead dev au sein d'une entreprise. Donc, je sais de quoi je parle. Et moi, je trouvais que ça marchait bien avec cette méthodologie-là. J'ai gardé contact avec mes collègues lors de la pause. J'ai eu une chance d'avoir trouvé une boîte en moins de 5 mois. Ah, c'est bien! GG à toi. Si tu as envie de nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ça peut m'intéresser aussi. Voilà, donc ça c'est dans les faits. Alors bien sûr, après, votre client, il va pas rester forcément absent pendant les 4 semaines où vous allez travailler sur son projet. Il va peut-être venir de temps en temps ici, là, en plein milieu d'un sprint. Il va venir faire une petite réunion avec le product owner. Et parce que le product owner, c'est celui qui fait le lien généralement avec le client. Et le client va lui dire « Ah, j'ai vu ça quelque part. Est-ce qu'on pourrait intégrer ça dans mon projet, machin, etc. » Alors là, bah, après, suivant la façon dont vous êtes agile, ça porte bien son nom, hein, vous allez soit lui dire ok, on va intégrer ça dans la trame parce que y a possibilité de le faire avec le même budget, ou alors ce qu'on prévoira, c'est par exemple un deuxième contrat, un avenant au contrat pour rajouter ce qui manque dedans et refaire un devis éventuellement pour augmenter le budget de départ. Ça, après, c'est des choses qui peuvent se voir dans la pratique. Et s'il y a à un moment donné le client qui veut rajouter quelque chose là-dedans, bah, comme on est agile, on peut par définition venir le rajouter à tout moment dans cette liste de backlog. Pour pouvoir par exemple dire, bon bah ça, c'est quelque chose d'absolument optionnel, on le rajoutera tout à la fin. Ou alors, il faudrait l'intercaler par exemple au niveau du sprint 2 ou du sprint 3 parce que bah, par rapport au projet, ça semble plus logique de le mettre là ou là. Voilà. Dire juste non, ça se fait. Bah, après, si le client il est assez fortuné, il a beaucoup de budget et il peut éventuellement rallonger un peu au bout pour faire en sorte de développer l'idée, pourquoi pas. Après, tu as le droit de dire non. Hein. Bien sûr que tu as toujours le droit de dire non. C'est un choix. Hein. C'est un choix. Après, est-ce que dans les faits, une entreprise dit non en général? Ça, je vous laisse en débattre. Bon, alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que en tant que débutant, ils étaient patients, accueillants. Ok, nice, c'est bien ça.
le boulot que j'ai trouvé ne propose pas de tout et est assez loin de chez moi, mais j'ai pas cherché à faire le difficile. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut raisonner quand t'es débutant. Ce qui compte, c'est effectivement pas d'avoir le meilleur salaire possible au début. Ce qui compte, c'est surtout l'expérience. Selon moi, c'est ça, c'est là-dessus que vous devez mettre l'accent, effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que, en fin de compte, tout ça va nous permettre, et c'est à mettre vraiment à l'échelle d'une équipe, ça va nous permettre d'avancer. Alors, si là je mets, on va dire, le temps, et si là je mets l'avancement du projet, on va parler d'amélioration continue. Donc généralement, la courbe que nous on cherche à tendre, c'est cette courbe-là. On va avoir une petite boule. Ça porte un nom, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est la méthodologie. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est le cycle PDCA. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle PDCA. Alors, on parle de PDCA pour Plan, Do, Check, Act. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut avancer, bah nous, le but, c'est de faire en sorte que la boule, elle puisse rouler dans ce sens-là. Et à chaque fois qu'on va avancer d'un cran, on va venir placer ce qu'on appelle une petite cale. Tac, tac, tac. Pour bloquer la roue et pour surtout nous empêcher de régresser. Voilà. À partir du moment où on a mis le curseur là, on ne peut que avancer. On rebloque la petite roue et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, ça participe à faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue. On va vers l'amélioration continue en faisant ça. Et donc, au fur et à mesure qu'on va nous demander de faire un projet, un deuxième projet, un troisième projet, un quatrième projet, bah, vu qu'on avance toujours sur ce chemin-là, bah, on sera capable au fur et à mesure du temps de mieux planifier les choses sur les prochains projets, d'avancer plus vite, d'avancer mieux. Comme on aura eu l'habitude de travailler en équipe, bah, on se connaîtra mieux les uns et les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, finalement, c'est de l'humain. C'est de la gestion de l'humain. Alors, maintenant, concernant l'avancement du projet, on va avoir besoin, quand on va commencer à travailler, donc ici au niveau des sprints, on va souvent faire appel à une super plateforme que vous connaissez tous, qui s'appelle la plateforme GitHub. Dans GitHub, c'est pareil, on ne s'organise pas n'importe comment. On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un Git flow. Un Git flow. Alors, vous allez avoir de base une branche au niveau de GitHub qui sera la branche de votre projet qui s'appelle main. On peut l'appeler aussi master. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette branche main ou master sera généralement, la plupart du temps, le reflet du code mis en production. Du coup, en général, qu'est-ce que le lead dev va tout de suite mettre comme contrainte sur cette branche main ou master? Est-ce que vous savez?
une chose très, très, très importante. Et je sais que encore aujourd'hui, ça se fait. C'est ça. Interdiction pour tous les développeurs. Interdiction de push sur cette branche. On n'a pas le droit de le faire. Si jamais au pire, vous pouvez venir sur ma chaîne Discord, hein, si ça vous si vous voulez, Kongi. Tu peux dire à Snipou ou de venir nous rejoindre sur Discord, comme ça vous pouvez discuter après entre vous éventuellement. Et vous êtes tous les bienvenus, hein, sur ma chaîne Discord officielle, hein, qui a été ouverte il y a peu de temps. Voilà. J'y mets plein de ressources. On a un canal d'entraide aussi. On a plein de choses que j'ai mis en place sur la chaîne pour ceux qui auraient besoin de discuter. Et voilà, pour que moi je puisse faire aussi des sondages pour proposer des idées aussi pour la chaîne, etc. etc. Donc interdiction de push sur cette branche master. Donc ça, c'est le lead dev qui va définir ça. Effectivement, le lead dev, c'est lui qui va dire ça. Et donc, du coup, on va être obligé de push le travail sur des autres branches de notre projet. On va avoir généralement une deuxième branche. Alors, elle n'est pas toujours en place, mais elle peut l'être, suivant le projet. Une branche qui va s'appeler pré-prod. Est-ce que vous avez déjà vu ça chez vous ou pas? Dans vos entreprises respectives, pour ceux qui travaillent en entreprise? Est-ce que ça vous parle, cette branche pré-prod? Est-ce que vous l'avez chez vous? Ah, j'ai des oui. Magnifique. Donc, généralement, quand on va mettre en production le site, t'as 2 pré-prod, toi? Pourquoi 2 pré-prod? Tu peux préciser? Donc généralement, on va avoir 2 serveurs, ou alors on peut le mettre sur le même serveur, peu importe, hein. On peut faire très bien éventuellement des virtual hosts avec 2... Ah ok, back et front, d'accord, ouais, je comprends mieux. Ok. Donc tu vas avoir par exemple monsite.com. Ça, ce sera la production du site. Donc ça, c'est ce qui est utilisé concrètement par les clients. Et on va avoir un deuxième site qui sera preprod.monsite.com. Et du coup, ça, ce sera la pré-prod. Ce sera destiné à des tests. Parce que ce n'est pas parce que vous faites des tests unitaires dans vos projets que le projet va pour autant fonctionner parfaitement bien. Parce qu'on va réassembler la liste de toutes les user stories. Donc on va refaire une intégration de l'ensemble des features qui ont été développées par exemple pendant une période de sprint. Et l'assemblage, cet assemblage-là, on peut très bien pendant cette phase-là avoir des bugs. Donc du coup, le but, c'est toujours de faire en sorte que quand on passe en production le site, on ait réussi à capter le maximum de bugs possible. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests end-to-end. Et également, la mise en place d'une pré-prod pour que le client puisse tester le projet avant le passage en production. Ce qui fait que, du coup, ici, on va avoir du coup une troisième branche qui sera la branche Develop. Et là, pour le coup, cette branche Develop, les développeurs pourront travailler directement sur cette branche s'ils le souhaitent. Mais généralement, ce n'est pas non plus comme ça que ça se passe. Ce
qu'on va faire, c'est que quand le dev A, il va devoir travailler par exemple sur une feature, bah, il va faire sa branche avec, par exemple ici, feature. Alors on va dire que là, il travaille là, le développeur B, lui, il travaille là, etc. etc. Donc là, on va avoir là, une branche par exemple pour la feature A, une deuxième branche pour la feature B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer en général le projet de la branche master. De la branche master, on aura ici notre pré-prod. Voilà, on va créer la branche pré-prod à partir de la branche master. Pareil pour la branche développe. Voilà. Et de la branche développe, bah là, après, les développeurs vont faire à leur sauce. Ils vont dire, OK, donc là, hop, je crée ma feature A à partir de ce qu'il y a sur développe. Et après, une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai testé, bam, je fais mon merge sur develop. Donc là, hop, donc là on a la phase de checkout. Checkout -B pour créer la branche. Et ensuite, ici, on a la phase de merge. Et donc, chaque développeur va travailler comme ça. Et on pourra travailler de cette façon-là en parallèle sur les différentes features. Et donc, généralement, une feature, ça va correspondre à une user stories. Ça, ce sera la feature pour la user stories 1. Ça, ce sera la feature pour la user stories 5, par exemple. Ça, ce sera le développeur A qui le fera. Ça, ce sera le développeur B, par exemple. Hein. Et donc, après, là, ce qu'on va faire, c'est que à ce niveau-là, une fois que tout sera terminé, par exemple, sur la phase de sprint 1, donc là, on va se dire que là, OK, fin du sprint 1. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... Je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait, qu'est-ce qu'on fait entre développe et pré-prod? On fait une pull request. Exactement. Une pull request, c'est-à-dire une relecture du code. Voilà. Exactement. Une review. Ouais, on peut appeler ça aussi review. Et pareil, de là vers là, on fera également une review. Donc ça, toute cette mise en place-là de tout ce qui est le Git flow, etc., généralement, ça, c'est le lead dev qui le gère. Ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément le lead dev qui va faire la relecture de la pull request. Donc, une pull request, en fait, en général, on va sur GitHub, on demande la pull request, et après, il y a quelqu'un, un ou plusieurs développeurs qui vont relire le code, qui vont refaire des remarques, des commentaires dessus, etc., pour dire voilà, ça va pas, ça c'est peut-être mal optimisé, là tu as peut-être fait de la merde parce que ta variable, tu n'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça, tu aurais peut-être dû plutôt la renommer comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc de cette façon-là, on va réaméliorer les derniers petits détails pour faire en sorte qu'on soit à peu près OK. Tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour minimiser les bugs qu'on va avoir lors du passage en production. Et c'est fait aussi pour maximiser la qualité du code. On est une équipe, on travaille ensemble, on est soudés. Et on essaye de travailler dans la même direction tous ensemble. Voilà, c'est ça le but, c'est ça la finalité. Et ça nous permet en plus de communiquer aussi. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Est-ce que ça vous paraît cohérent sur le principe? Voilà un petit peu dans les grandes lignes.
Alors après, si on tient compte donc du coup de tout ce travail-là qu'on a mis en place, il faut partir du principe que nous, on n'est pas des spécialistes du DevOps. Enfin, normalement, a priori. Peut-être qu'il y aura des exceptions parmi vous, je ne sais pas. Donc nous, on n'oublie pas qu'on est des développeurs avant tout. On n'est pas des spécialistes du DevOps. Ah oui, après, bien sûr, bien sûr. Là, il y a les commits. Hein. Évidemment que là, il y a des commits. Hein. Bien sûr, tu as raison. Absolument. Là, ici, quand on va faire ça, on va dire là, il y a un commit, là, il y a un deuxième commit. Hein. Évidemment, tu as tout à fait raison. Ce qui compte, en tout cas, c'est que quand on commence une feature, on va jusqu'au bout des choses et on teste sur son poste ce qu'on a fait. Parce que l'avantage de faire du développement, c'est de pouvoir tester ce qu'on fait et de pouvoir vérifier ce qu'on fait. Donc, si vous codez tout le temps à l'aveugle, sans aller de temps en temps dans Chrome voir ce qui s'y passe dans la console, regarder l'onglet Network par exemple de l'inspecteur pour voir vos requêtes fetch, etc. etc. Bah, vous vous mettez une balle dans le pied, hein. Clairement. Hein. C'est l'avantage de faire du dev, c'est d'avoir un retour immédiat sur tout ce que vous développez. Et on n'oublie pas qu'on fait du code, non pas pour faire du code, mais on fait du code pour pouvoir répondre aux besoins de notre client, au projet. C'est ça qui est important. Ouais, faut pas hésiter effectivement à bien faire des commits, à bien nommer ses commits, à bien dire ce qu'on fait sur les commits, à être assez explicite et de bien marquer l'intention en fait. C'est ça le truc. D'où l'intérêt aussi de bien nommer les variables, bien nommer les fonctions et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Donc comme je le disais, on est des développeurs et on n'est pas des spécialistes du DevOps. Du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire quand on veut par exemple mettre en pré-prod ou mettre en prod, c'est d'automatiser l'exécution des tests unitaires sur, par exemple, les commits. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler notamment la CI, l'intégration continue. Et là, on commence à toucher du bout des doigts ces fameuses notions de CI/CD. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut automatiser la mise en prod ou pré-prod du site en question. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la partie CD, c'est-à-dire déploiement continu. Alors, à partir de là, ça va, ça vous plaît pour l'instant le live? Qu'est-ce qu'on en pense? Vous êtes tous en lurk. Je suis en écoute attentive. Ça te plaît, Kongi, tout ce qu'on voit? Oui, effectivement. Alors, on va commencer d'abord par le début, d'accord? Ça me fait des révisions. Bah voilà. Parfait. Donc, on va avoir notre GitHub. Donc, notre GitHub, il est là. OK.
Donc là, on va avoir notre GitHub qui est en fin de compte notre entrepôt de données. On va l'appeler comme ça. C'est là où on entrepose tous les codes sources. Hein. Donc si jamais on a notre PC qui crash, machin et compagnie, au moins tout est sauvegardé à condition de bien faire ses commits et de bien faire ses pushes. C'est vraiment le point le plus important. Et au niveau de GitHub, il y a un deuxième truc qui est apparu, qui n'existait pas à une époque, mais qui existe aujourd'hui, qui s'appelle GitHub Action. Et GitHub Action, c'est un super truc. On va le mettre là. GitHub Action. Et là, on va avoir ici, hop. Donc là, on a notre dépôt. On va le mettre dans une autre couleur peut-être. Donc ça, c'est notre dépôt. Alors, au niveau de l'infrastructure de GitHub, vous le savez, hein, l'infrastructure de GitHub n'est pas composée que d'un serveur, elle est composée d'un cluster de serveurs. Hein, donc, il y a des data centers qui tournent avec des tas de serveurs qui permettent d'exécuter un certain nombre de choses. C'est là où sont stockées les données et on a de la puissance, on a de la puissance en interne. Donc, en fin de compte, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, par exemple, au niveau du dépôt, on va pouvoir créer un dossier qui est le dossier... alors, je ne sais plus c'est quoi le nom précis, mais je crois que c'est .github/workflow. Voilà. Et dans ce workflow, on va pouvoir y mettre des petits scripts. Par exemple, main.yml. On peut l'appeler par exemple deploy.yml. On peut l'appeler test.yml si on veut, peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, vous allez pouvoir y mettre ici un petit workflow à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est que à partir du moment où ce truc-là, il est défini au sein de votre repo, on va supposer que là, par exemple, on ait Internet entre les deux, comme ceci. Et là, vous ayez par exemple votre poste chez vous à la maison. Voilà, j'ai mon ordinateur. Là, j'ai mon petit VS Code. Et quand ici, j'ai terminé ma modif, tac, tac, je vais envoyer ici, hop, je vais envoyer mes modifs. Donc là, je git add point, je git commit et je git push. Qu'est-ce qui va se passer sur le push? Et bien sur le push, vous avez ici, si vous avez ces petits fichiers qui sont définis à ce niveau-là, et bien en fin de compte, ce truc-là va être exécuté. Donc là, en fait, qu'est-ce que va faire GitHub? Il va lancer votre petit job que vous avez mis là. Il va monter une petite machine virtuelle à ce niveau-là. Donc là, vous avez une VM qui se monte dans l'infrastructure de GitHub et qui va exécuter tous les jobs qui sont mis dans le fichier descriptif. Donc là, j'exécute les tâches demandées dans le workflow. Et là, à partir de là, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. C'est à vous de définir comment vous voulez faire les choses. Et c'est ça en fait GitHub Action. Par exemple, je vais pouvoir demander à mon workflow deploy de venir, par exemple, se connecter. Je vais dire, par exemple, OK, au moment où on va pusher sur GitHub, on va demander, connecte-toi, se connecter sur le serveur, sur mon serveur SSH en production. Et pour mettre tout ce qui est les droits, on ne va pas les mettre directement au niveau de notre fichier deploy. Ce qu'on va faire,
c'est qu'on on va se définir ce qu'on appelle des GitHub Secrets. Les GitHub Secrets, ça a un truc que vous allez pouvoir stocker au niveau de votre dépôt GitHub pour définir, par exemple, ici, voilà ma clé SSH privée qui te permet de te connecter à mon serveur en prod. Donc lui, au moment où il exécute le job, il va aller, hop, il va pouvoir se connecter ici sur ma prod. Donc là, on va dire ici, ça c'est mon serveur SSH. Tac. Et après, on va lui dire, par exemple, bah, exécute-moi un git pull, par exemple, pour récupérer les dernières modifs du serveur. Donc, bim, moi je me connecte en SSH, tac. Donc là, je suis connecté là, et je vais dans le dossier slash srv, par exemple, slash mon app, et ensuite je fais un petit git espace pull. Voilà, et donc, une fois que j'ai écrit une première fois ce workflow-là, moi, en tant que développeur, après, je n'ai plus besoin de m'occuper de ça. J'ai juste à m'occuper de faire le push sur telle branche. Le script va s'exécuter. Il y a une VM qui va exécuter les petites actions que j'ai demandé de faire là-dedans. Et ensuite, donc lui, il va les exécuter concrètement comme je lui ai demandé dans le fichier. Et donc, à chaque fois que je push, bam, le truc, il va s'exécuter. Donc ça peut se faire sur un push. Mais après, au niveau de votre workflow, vous allez préciser, vous allez dire par exemple, ce sera de la pull request entre la branche develop et la branche pré-prod. Voilà ce qui doit se passer. Et c'est à vous après de décrire quels sont les différents workflows dont vous allez avoir besoin en fonction de votre use case. Si vous travaillez par exemple dans cette architecture-là, il y a de fortes chances que vous ayez par exemple un script qui se déclenche au pull request de develop vers pré-prod et aussi un script qui se déclenche par exemple entre pré-prod et master. T'envoies tes escalidros oui, je les mettrai. Celui-là, oui, je le mettrai en description de la rediff sur YouTube, que je publierai sans doute demain. Voilà un petit peu comment ça se passe dans les grandes lignes. Et voilà à quoi sert du coup GitHub Action. Est-ce que y en a pour qui c'est une découverte ce soir, tout ce que je suis en train de montrer là? Donc quand on parle d'intégration continue, par exemple, l'intégration continue, c'est l'exécution des tests unitaires. Si vous voulez, je peux vous montrer un exemple de ce que moi j'avais mis en place une fois. Comme ça, ça peut vous donner une idée. Je l'avais fait avec PHP, mais ça peut vous donner une idée en tout cas. Et bien évidemment, GitHub, c'est pas le seul, le seul entrepôt de données qui existe, hein. Vous pouvez aussi, par exemple, il y a des entreprises qui installent aussi GitLab, qui a un équivalent de GitHub et qu'on peut installer sur son propre serveur en entreprise. Qu'est-ce que ça permet, GitLab? Ça permet d'éviter que le code source de l'entreprise soit publié sur GitHub. Voilà. Comme ça, au moins, on garde la propriété intellectuelle du code source, par exemple, hein. Alors, j'essaye de retrouver ça pour vous montrer. Vous allez voir, c'est assez cool ce truc. Aussi bien de GitHub. Ouais, tout à fait, aussi bien que GitHub, hein. Et bienvenue à toi, Eric CM59. Je t'ai pas dit bonjour. J'ai vu ton message popper tout à l'heure.
Je crois que j'étais tellement concentré dans mon truc là. Non, mais t'inquiète, c'est moi qui n'ai pas réagi au moment où t'as commencé à mettre un premier message. J'espère que tu vas bien. Alors j'essaie de vous retrouver ce petit dépôt. Hop. Voilà. Voilà le petit dépôt en question. Alors, tout n'était pas parfait hein, de ce que j'ai fait dans ce dépôt-là. Mais grosso modo, ce que j'avais fait, c'est que ici, j'avais écrit des petits tests. J'avais fait des petits tests unitaires. Si je prends par exemple un test unitaire que j'ai écrit là, je vais agrandir ici. Voilà. L'idée c'était de dire ok, par exemple, bah, je vais ici. Donc un test unitaire hein, dans du code source en fait. C'est quoi un test unitaire? C'est un test automatisé qu'on va écrire par le biais du code et qui va nous permettre de tester, de valider que ce que renvoie par exemple telle ou telle fonction ou telle méthode correspond à ce qu'on attend en termes de résultats. On va dire par exemple, je vais instancier ici une classe calculator. Je vais appeler la méthode add de mon objet calculator. Et quand je lui passe par exemple la valeur 2 et 3, je m'attends à ce qu'elle renvoie 5. Voilà, ça c'est le test unitaire le plus simple possible. Du coup, vous allez écrire comme ça au fur et à mesure tous les tests unitaires dont vous avez besoin. Donc test unitaire, test d'intégration, test end-to-end. Et une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, voilà, bah c'est bien .github/workflow. Vous allez définir votre petit workflow. Donc là, je vais prendre ici ce petit exemple-là. Et donc là, on voit ce qui se passe. On va dire on push. Tu vas exécuter des jobs. Et dans l'ordre, voilà ce que tu vas faire. Déjà, on va lui dire sur quel environnement tu vas t'exécuter. Donc là, en l'occurrence, je veux que tu exécutes ça sur une VM avec la dernière version d'Ubuntu. Et ensuite, step by step, on va lui expliquer comment est-ce qu'il doit exécuter les choses. On va lui dire, tu vas avoir besoin de PHP pour fonctionner avec telle extension et telle extension. Tu vas avoir besoin pour pouvoir tester par exemple des fausses données dans MySQL. Tu vas avoir besoin d'un serveur MySQL. Donc là, tu vas installer ici le serveur MySQL. Ensuite, tu vas installer Composer. Tu vas installer des faux navigateurs pour faire les tests end-to-end directement au niveau de GitHub Action. Tu vas lancer les migrations. Et enfin, tu vas exécuter les tests. Et on va lui passer au passage aussi toute la liste des variables d'environnement dont le projet aura besoin pour fonctionner. On va lui dire voilà comment tu dois te connecter à la base de données qui sera exécutée donc du coup dans le workflow GitHub Action, hein, encore une fois. Hein. Donc c'est à vous de spécifier tout ce dont vous avez besoin étape par étape pour pouvoir exécuter les choses comme vous l'attendez. Et là, à partir de ce moment-là, bah, à chaque fois que je vais push donc, sur mon dépôt, je vais avoir ici sur chacun de mes push, donc sur chacun de mes commits, je vais pouvoir avoir une petite croix rouge ou une petite croix verte suivant le statut du workflow. Donc là, si je regarde un petit peu dans mes commits, vous allez voir, à chaque fois que j'ai exécuté un commit, j'ai eu à chaque fois une petite croix verte ou une petite croix rouge. Et donc, quand vous avez exécuté ce GitHub Action, on va dire de façon assez récente, hein, il ne faut pas que ce soit un GitHub Action qui a été exécuté il y a 3 mois, vous allez pouvoir retrouver ici dans l'onglet Action
la liste justement des workflows qui ont été exécutés concrètement. Et ce qui est amusant, c'est que si vous le faites genre 2 secondes après avoir fait votre push, vous voyez vraiment la tâche qui est en cours d'exécution et vous pouvez vraiment aller dans le détail de la tâche pour aller regarder ici au niveau du timing comment est-ce que vous pouvez le voir défiler en temps réel quoi. Et si jamais vos tests sont passés, il va vous mettre la petite croix verte au bout, il va se dire ok c'est bon, tes tests sont valides, ton code semble cohérent, il n'y a pas l'air d'avoir de bug, donc c'est ok. Voilà un petit peu sur la partie, on va dire, théorie de GitHub Action. Et pour tout ce qui est donc CI/CD. Je sais pas si vous avez des questions. Donc après, comme je disais, le fait de faire de la CI/CD, c'est bien. Ça veut dire que j'ai été clair dans mes explications alors. Kongi. Pour toi, oui, en tout cas. Bon, alors ça veut dire que je vais considérer que ça a l'air d'aller. L'écriture des fichiers YAML doit être un peu compliquée au départ. Il faut connaître toute la syntaxe et ce qu'il est possible de faire. Honnêtement, tu peux même demander éventuellement à une IA de te rédiger le workflow. C'est tout à fait faisable. Par contre, l'IA va pas être capable de te dire au niveau du SSH, voilà comment est-ce que tu dois te connecter à ton serveur SSH. Ça, c'est à toi de te débrouiller pour le faire tout seul comme un grand. Si tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui est droit d'accès, l'IA n'est pas capable de le faire. Par contre, il pourra te donner effectivement les grandes lignes pour pouvoir te dire, te donner un plan pour pouvoir le faire correctement, oui. Alors après, je sais qu'il y a des gens aussi qui font plus que ça, hein. Genre, par exemple, je ne sais pas si c'est un projet React que vous êtes en train de développer. Vous pourriez très bien aussi, comme ce que disait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça là tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui parlait de build aussi au moment de faire la CI/CD. On pourrait très bien ici au niveau du flux du workflow, on pourrait lui demander build-moi les fichiers de production et envoie-les à mon serveur de prod. Ça peut être aussi effectivement quelque chose que vous pouvez envisager de faire. J'ai des anciens étudiants à moi qui se sont confrontés à faire ce genre de choses. On peut par exemple, et je l'ai vu, on peut réussir à utiliser le résultat d'un step, d'un job, pour le réutiliser dans le job suivant. J'ai déjà vu des gens faire ça aussi. Par exemple, je build les sources, je récupère ces sources et ensuite je les envoie à mon serveur de prod. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. En cours, on a vu Git, React, j'ai rien compris, surtout le rapport. Et là, du coup, tu vois des choses qui s'éclairent parmi les choses que tu as apprises ou... Tout ça, en fait, ça va ensemble, hein, tu vois. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas parler de CI/CD sans parler de méthodologie
de méthodologie de comment est-ce qu'il faut travailler, etc., etc. Parce que tout ça, c'est lié en fait, hein.